Mais d'abord, comme tous les mardis, Yann Moix. Bonjour Yann. Bonjour cher Dimitri. Le 4 octobre, il y a un mois, un missile balistique nord-coréen survolait le Japon. Mercredi dernier, la Corée du Nord, toujours elle, 23 missiles tirés, dont l'un franchissant la ligne de limite du Nord, à la frontière avec la Corée du Sud. C'est la première fois, quand même, depuis la fin de la guerre de Corée, en 1953, qu'un projectile nord-coréen termine ainsi sa course tout près des eaux territoriales du voisin ennemi du Sud. Oui, alors, il n'y a rien d'étonnant. La Corée du Nord ne fait rien d'autre, Dimitri, que son métier de Corée du Nord. Qu'est-ce que c'est que ce métier de Corée du Nord ? Faire croire qu'il va se passer quelque chose alors qu'on sait très bien qu'il ne se passera rien. Et tout le monde le sait. Il s'agit en fait d'une sorte d'attrape-nigo pour journalistes. La Corée du Nord n'existe que par la médiatisation. Vous savez que c'est un pays que je connais bien, je suis allé plusieurs fois. Vous ne trouverez jamais un seul haut fonctionnaire raisonnable dans n'importe quel pays du monde qui vous dira qu'une menace réelle se cache derrière ces tirs. Le soleil brille, les plantes poussent, les adolescents ont de l'acné, la Corée du Nord envoie des missiles. C'est la vie, non ? Vous n'allez pas un peu loin dans la banalisation quand même là ? Mais non, la Corée du Nord n'est pas un état voyou, ni un état irrationnel comme on le dit souvent, très paresseusement d'ailleurs. C'est un état ado, dont les parents sont la Chine, et un État qui provoque sans cesse pour que le monde entier reconnaisse qu'il existe. Si la République populaire démocratique de Corée paraît sortir sans arrêt de ses gonds, c'est juste pour qu'on la reconnaisse comme un pays comme les autres, normal. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. On fait des choses anormales pour avoir le droit d'être considéré comme normal. Un état adolescent, c'est très intéressant. Est-ce que la Corée du Nord veut toujours envahir la Corée du Sud, Yann ? Mais bien sûr que non. Les Kim ne veulent qu'une chose, garder le pouvoir. Ils se doivent de placer le pays, donc la nation, dans l'illusion permanente qu'une attaque extérieure est imminente. Le pouvoir de Pyongyang vit sur et de cette imminence supposée. Il s'agit de montrer à la population qu'on la protège, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en état de défense ou de riposte. Est-ce que vous voulez dire que le régime de Pyongyang ment à sa population, Yann ? Oui, tout est imaginaire dans cette histoire. Petit 1, la menace des pays étrangers envers la Corée du Nord. Et petit 2, la menace de la Corée du Nord envers les pays étrangers. Comprendre la Corée du Nord, c'est comprendre d'abord que la population, avant que d'être enfermée dans une géographie, est enfermée dans une fiction. La Corée du Nord est un État qui fabrique et sécrète et produit de la paranoïa. La paranoïa, si vous voulez, Dimitri, c'est le carburant du pays, la matière première du pays. Les dirigeants en produisent, mais en fait, in fine, ils sont pris à leur propre piège et ils finissent par se contaminer de la peur qu'ils sèment, de la réalité qu'ils ont inventée et qui a fini par déteindre sur eux. En fait, ils finissent par prendre au sérieux leurs propres aberrations scénaristiques et leurs propres fantasmagories géopolitiques. Mais ils menacent quand même sérieusement les Kim, non ? Ils menacent avant tout par le verbe et les expressions qu'ils adorent inventer. Là, la dernière, c'est tempête vigilante. Leurs tirs ont des limites, leurs invectives n'en ont pas. Donc les premiers sont compensés par les secondes, si vous voulez. Oui, mais les Coréens du Sud, ils ont quand même l'air de prendre la situation au sérieux. Alors pas du tout. Il ne faut pas prendre au sérieux la façon dont la Corée du Sud fait semblant de prendre au sérieux devant la communauté internationale les menaces de Kim Jong-un. C'est un jeu de dupes. Je me suis rendu sur l'île de Guam le jour où, soi-disant, Kim Jong-un devait la rayer de la carte. Ouais, c'est au milieu de l'océan Pacifique. Exactement, l'île de Guam. une petite île. On est très très loin de la Corée quand même. Oui, mais il y a beaucoup de Coréens du Sud qui passent leurs vacances là-bas. Eh bien, sachez que j'y suis allé le jour où cette île devait disparaître de la carte, et à part voir des enfants un peu gros et gras barbotés dans des bouées rose fluo, j'ai rien vu. La seule chose que les Coréens du Sud avaient peur de choper ce jour-là, c'est des coups de soleil, et non pas une bombe nucléaire. Vous pensez que donc jamais les Coréens du Nord n'attaqueront leurs voisins du Sud ? Jamais. Jamais pour plusieurs raisons. D'abord, les Coréens du Nord sont obsédés par ce qu'ils appellent Tongil, c'est-à-dire la réunification. Et les Coréens du Nord appellent toujours les Coréens du Sud leurs frères. La réciproque n'est pas vraie. Je vous donne un exemple, une anecdote. À chaque fois que je vais en Corée du Nord, quand ils voient mon tampon Corée du Sud, ils en ont absolument rien à faire. En revanche, quand je vais en Corée du Sud et qu'ils voient le tampon Corée du Nord, ils me disent des choses en coréen que je comprends pas très bien, mais qui n'ont pas l'air très agréables. À chaque fois que je vais en Corée du Nord, ils nous disent ça a l'air de rien, Yann. La dernière fois que j'y suis allé, c'était pour aller skier. Eh ben écoutez, donc nous ferons des photos sur les pistes nord-coréennes. En ce moment, on peut pas y aller à cause du Covid. Merci beaucoup Yann Moix. Merci Dimitri. Emmanuel